Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle session des Tumkin International Talks organisée par la Fondation Tumkin. Aujourd'hui, nous allons explorer une question essentielle. À quoi servent réellement les mathématiques dans la vie? Bien au-delà des salles de classe, les mathématiques jouent un rôle central dans la technologie, la science et notre quotidien. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Donaldson Wilson, doctorant en data science et statistical engineering. Merci à toutes et à tous pour votre présence et excellente conférence. C'est à vous, docteur. Merci beaucoup, madame, de votre introduction. Et tout d'abord, je salue l'ensemble des internautes de la Fondation Tumkin. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je tiens à remercier sincèrement la Fondation pour cette deuxième invitation qui est encore pour moi plus spéciale. Donc, je suis Donaldson Wilson, ingénieur statisticien et doctorant en data science et intelligence artificielle. Je suis honoré d'avoir été invité à partager avec vous autour d'un sujet qui concerne absolument tout le monde. Et notre thématique aujourd'hui est à quoi servent réellement les maths dans la vie. Donc, rassurez-vous, ce ne sera pas un cours de maths, mais plutôt on va essayer de voir de manière pragmatique à quoi sert, encore à quoi ça nous a servi d'étudier les maths à l'école, à l'université, etc. Puis, j'ai souvent entendu, peut-être vous aussi, des étudiants, des collégiens et même des professionnels disent les mathématiques, ça ne leur sert à rien dans la vie. Et honnêtement, je comprends pourquoi vous dites ça. On passe des années à l'école classique, à l'université, à manipuler des x, des équations, des racines carrées, des intégrales, des dérivés, donc sans jamais voir réellement à quoi cela sert dans la vraie vie. Donc aujourd'hui, nous allons redonner du sens aux mathématiques en répondant surtout à la question à quoi servent réellement les maths dans la vie. Donc maintenant, la question d'intérêt, c'est quoi les mathématiques au juste? Ok, donc c'est ça la question. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir c'est quoi les mathématiques. Donc, vous savez, la vie est faite de problèmes. Et dans le contexte de notre conférence aujourd'hui, un problème est un phénomène ou quelque chose qu'on souhaite comprendre son fonctionnement ou encore on souhaite apporter des explications. Okay? Par exemple, un train qui se déplace d'une ville A à une ville B, encore d'une ville A vers une ville B. Maintenant, si le train se déplace à une vitesse de 300 km par heure et la distance entre les deux villes, c'est 108 km, et le train se déplace à 8h52. Donc la question, à quelle heure le train arrive à la ville B? Donc ça, c'est un problème. C'est un problème dans la vie. Donc c'est un problème courant que la majorité des gens, donc pour ne pas dire tout le monde, a déjà rencontré des problèmes comme ça. Donc je vais prendre un train à 8h52. Je sais que le train va se déplacer à une vitesse de 300 km par heure et la distance entre les deux villes, c'est 108 km. Maintenant, la question, c'est à quelle heure le train va arriver. Donc ça, c'est un problème. Pourquoi j'appelle ça un problème? C'est parce que c'est quelque chose que je ne connais pas ou encore que je ne sais pas, mais je veux avoir des explications ou encore je veux avoir la réponse. Par exemple, on peut prendre un deuxième problème que tout le monde rencontre. Supposons que vous allez dans un magasin. Il y a une robe, que vous voulez acheter cette robe. Maintenant, le prix initial de la robe est 120 dollars. OK? 120 dollars, le prix initial. Maintenant, le magasin a mis des promotions. Donc, par exemple, moins 30%. Donc, le magasin a dit, si vous achetez cette robe qui était à 120 dollars, maintenant, on va vous faire une réduction de 30%.
La question, combien je vais payer pour la robe? Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire, à chaque fois que vous rencontrez quelque chose, vous ne connaissez pas la réponse ou vous voulez avoir plus d'informations, on appelle ça un problème dans la vie, etc. Par exemple, demain, vous allez sortir. Vous voulez savoir est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. C'est-à-dire, ça, c'est un problème météorologique. Donc ça, c'est un problème parce que moi, je veux savoir est-ce qu'il va pleuvoir. OK? Eh bien, les mathématiques sont un outil pour résoudre ces problèmes dans la vie. En effet, les mathématiques sont un ensemble de connaissances abstraites. Pourquoi on parle d'abstraction? C'est parce que la façon dont on va travailler avec des mathématiques, c'est surtout avec des symboles. Donc, c'est un ensemble de connaissances abstraites appliquées par le biais du raisonnement logique et déductif à des objets divers, tels que les nombres. Par exemple, quand vous dites 1, 2, 3, ce sont des symboles. Des formes, par exemple, des choses qui sont des carrés qui nous entourent, les triangles, les cylindres, etc. Donc, des structures, des transformations, etc. Donc, pour vulgariser les choses, on peut dire que les mathématiques, ce sont une boîte à outils qui permet de décrire des phénomènes, les modéliser et les prédire. Donc, ces phénomènes, ce sont des phénomènes naturels, des phénomènes qui sont dans la nature qu'on rencontre tous les jours. Donc, en réalité, les maths ne sont pas abstraites, mais une représentation du monde réel à travers des symboles. C'est-à-dire, les problèmes sont réels. Je veux prendre ce train. Je vais le placer à 8h52. Mais la question réellement, à quelle heure le train va arriver? Donc, pour résoudre ces problèmes-là, j'ai besoin des outils. Donc, c'est pour ça, à l'école, on nous a présenté les maths comme une matière qui est extrêmement difficile. Mais je crois que le rêve de tous les professeurs, c'est surtout, il faut présenter les maths comme un outil qu'on va utiliser pour résoudre les problèmes dans la vie. Maintenant, puisque les problèmes sont nombreux dans le contexte qu'on parle, on va classer les problèmes. Par exemple, on va mettre les problèmes, par exemple, des problèmes financiers, des problèmes météorologiques, des problèmes physiques, des problèmes de comptable, etc. C'est-à-dire, à chaque fois que je parle de l'argent, on va dire que ce sont des problèmes qui sont proches de la finance, etc., de l'économie, tout ça, etc. Donc, maintenant, puisque je viens de dire que les maths, c'est comme une boîte à outils, à l'intérieur de cette boîte, il y a des autres petites boîtes. OK? Maintenant, les outils, ce sont dans les petites boîtes. C'est-à-dire, pour reprendre les choses, on va dire que les maths, c'est comme une grande boîte. À l'intérieur de cette grande boîte, il y a des petites boîtes. Et à l'intérieur des petites boîtes, il y a les outils que je vais utiliser. OK? Par exemple, si on prend, donc, dans ce contexte-là, on peut dire les petites boîtes, c'est comme les grandes branches des mathématiques. Par exemple, si on prend la première petite boîte, des mathématiques, ou encore ce qu'on peut voir, c'est l'algèbre. L'algèbre, à l'intérieur de l'algèbre, qu'est-ce qu'il y a comme outil? Il y a les nombres, il y a les opérations, par exemple l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Il y a des équations, il y a des systèmes d'équations, il y a des polynômes, il y a des expressions algébriques, etc. C'est-à-dire, quand je rencontre un problème dans la vie, et moi, je vais chercher un outil pour résoudre ce problème, j'aurai besoin quelques outils mathématiques. Je vais ouvrir une des boîtes des mathématiques. Par exemple, je peux ouvrir la boîte d'algèbre qui contient ces outils. OK? Par exemple, nous, même les gens qui ne sont jamais allés à l'école, ils utilisent quelques outils mathématiques. Par exemple, les opérations. Par exemple, même si vous êtes analphabète, vous faites des additions. Vous faites des additions. Tout le monde sait, quand vous avez 2 euros plus 3 euros, ça fait 5 euros. Donc, ça, c'est une addition qu'on fait. OK? Donc, si on prend une deuxième petite boîte, c'est la géométrie. À l'intérieur de cette petite boîte, qu'est-ce qu'il y a comme outil? Il y a les droites, il y a les plans, il y a les angles, il y a les formes. C'est-à-dire tout ce qui a une forme, il y a les distances, par exemple, calculer l'air, les volumes, etc. Donc, les transformations, par exemple, on peut voir les transformations des figures qui se déplacent par rotation, par symétrie, etc. Donc, on ne va pas entrer dans les détails parce que je sais, dans le public, il y a forcément des personnes qui ne sont pas des mathématiciens, mais qui ont déjà fait probablement des cours de mathématiques, même à l'école.
Et par exemple, ici, et si on prend une troisième boîte, dans la grande boîte mathématique, on peut voir les statistiques. Encore, dans la statistique, qu'est-ce qu'il y a? La moyenne, la médiane. Par exemple, la moyenne, tout le monde utilise la moyenne. Par exemple, quand on est à l'école, on nous dit, nous avons une moyenne de 10 sur, de 12 sur 20, etc. Donc, certaines écoles ils vont dire, si vous n'avez pas une moyenne de 14 sur 20, vous n'allez pas y passer à la classe supérieure. Donc, c'est quoi ça? La moyenne, là, on utilise un outil mathématique qui est dans la boîte statistique. Par exemple, il y a les médianes, les modes, etc., des variances, des tableaux, des graphiques. Donc, ici, donc, toutes ces choses-là, ce sont des outils qu'on utilise et ce sont des outils qu'on utilise pour résoudre des problèmes dans la vie. Et la statistique, on l'utilise souvent dans les sondages, analyse des données, santé publique, etc. Donc, après, il y a une autre boîte, c'est la probabilité, donc, dans laquelle il y a les outils comme probabilité simple, probabilité conditionnelle, etc., expérience mathématique. Donc, normalement, la probabilité, ça nous permet et surtout de mesurer le hasard dans la vie. OK? Le hasard, c'est-à-dire les jeux hasard. Donc, ça ne veut pas dire que les gens qui font de la probabilité doivent forcément jouer au hasard. Donc, c'est juste, on considère que tout ce qui dépend du hasard, on utilise la probabilité. Par exemple, ici, il y a des grandes décisions quand on va prendre ces décisions-là, on se base sur des probabilités. OK? On se base sur des probabilités. Après, il y a l'analyse. OK? C'est ce qu'on fait beaucoup à l'école. L'analyse, à l'intérieur de cette boîte, il y a les fonctions, il y a les limites, il y a les dérivées, les intégrales, les suites, les séries numériques, etc. Donc, quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas les mathématiques, donc c'est comme dire qu'il n'aime pas tous les outils. Donc, peut-être que vous n'aimez pas un outil, mais au moins, vous connaissez les plus simples. Par exemple, les opérations comme l'addition, la multiplication, la soustraction. Ça, c'est un outil que tout le monde utilise. Et même les gens qui sont analphabètes utilisent ces outils. OK? Encore cet outil. Donc, il y a d'autres outils et d'autres boîtes qui sont dans les mathématiques, encore dans la grande boîte mathématique, mais on ne va pas ouvrir ces boîtes. Donc, nous allons voir et surtout l'application des mathématiques. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. OK? C'est pourquoi nous avons étudié toutes ces choses à l'école. Donc, c'est ça la question de terre. Mais avant d'aller sur cette partie, c'est-à-dire l'application des mathématiques dans la vie quotidienne, nous allons voir une différence qui est très importante. C'est la différence entre les mathématiques et la physique. Parce que les maths et la physique sont souvent confondus. Donc, mais ces deux sciences ne jouent pas le même rôle. Parce que les mathématiques sont abstraites. Pourquoi je dis les mathématiques sont abstraites? Parce qu'on manipule des symboles, des variables, des structures, des concepts imaginés par l'esprit. Par exemple, quand vous dites le x, vous dites racine carrée de 2. Vous dites l'infini. Donc, ces choses, ce sont des choses abstraites. Pourquoi? Ce sont des symboles. Parce que on ne peut pas toucher un nombre. Par exemple, quand vous dites racine de 2, on ne peut pas toucher la racine de 2 comme on touche une table. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est abstrait. C'est pour ça que les gens ils voient les X que sur les tableaux. Mais tout à l'heure, on va essayer de répondre à cette question-là. C'est-à-dire à quoi nous a servi les X, etc. N'oubliez pas, en mathématiques, tout ce qu'on utilise, c'est surtout des choses abstraites. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas toucher, les X. OK? D'ailleurs, en maths, à chaque fois que je trouve une phrase, que ce soit en français ou en anglais ou dans une langue, je vais mettre un symbole de préférence. Par exemple, au lieu de dire cela implique que en mathématiques, je vais mettre une double flèche avec un sens soit vers la gauche ou vers gauche ou droite, etc. Donc, les maths, c'est abstrait parce qu'on utilise des symboles. Mais alors que la physique, elle est concrète. Et pourquoi je dis la physique est concrète? Parce que la physique étudie des phénomènes réels et observables, c'est-à-dire des mouvements, et la lumière, la chaleur, la gravité, toutes ces choses, ce sont des choses qu'on peut voir. Par exemple, on va prendre un exemple très simple. Si je lâche une pomme,
Donc, la physique me dit que la pomme tombe. Mais tout le monde voit que la pomme tombe. Donc, c'est pour ça qu'on parle de quelque chose qui est concret. Donc, tout le monde observe que la pomme tombe. Mais la question, pour savoir combien de temps la pomme met pour tomber, ou quelle distance elle parcourt, ou comment je peux modéliser le fait que la pomme tombe. Donc là, j'aurai besoin des mathématiques. Et qu'est-ce que vous allez voir? Pour calculer la vitesse, c'est la dérivée de la distance par rapport au temps. Pour calculer l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, qu'est-ce que je vois? Là, voilà la différence. La pomme tombe, tout le monde voit qu'elle tombe. Maintenant, pour savoir la vitesse avec laquelle la pomme tombe, on a besoin des mathématiques qui deviennent, c'est-à-dire on voit un phénomène qui est observable et concret, mais on passe de l'abstraction mathématique pour comprendre ce phénomène. Par exemple, on voit la Lune, on voit le Soleil. Donc maintenant, pour calculer la distance qui existe entre la Lune et le Soleil, on a besoin des mathématiques. Les physiciens, ils vont observer les étoiles, ils vont observer beaucoup de choses qui se passent dans l'univers, mais pour comprendre le fonctionnement de ces choses, il faut utiliser des équations, il faut utiliser des calculs mathématiques. Donc c'est pour ça, depuis longtemps, on dit que la philosophie est la mère de toute science. Parce que la philosophie, elle pose des questions, des grandes questions, pourquoi l'être, pourquoi cette chose existe, etc. Mais les mathématiques, c'est le langage universel de cette chose. Pourquoi? Parce que j'ai besoin des mathématiques pour répondre à la majorité de ces questions. Donc, la physique est concrète, les mathématiques est abstraites. Donc, les maths peuvent être exister sans la physique, mais la physique ne peut pas exister sans les mathématiques. Je crois qu'il y a certains physiciens qui n'aiment pas ça, mais en réalité, c'est ça. Parce que la physique, on va observer. Isaac Newton, il a fait des expériences sur la pomme qui tombe, de l'arbre, etc. Mais pour comprendre la vitesse, l'accélération de la pomme ou encore de l'objet qui tombe, on a besoin des dérivés. Et c'est quoi une dérivée? Une dérivée, c'est un outil mathématique qui se trouve dans la boîte d'analyse. OK? Donc ici, on voit la différence entre les maths et la physique. Maintenant, nous allons voir quelques applications des maths dans la vie. Parce que c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on fait les maths à l'école, mais on ne sait pas, ou encore on ne voit jamais, ou encore on dit, les gens disent souvent, je ne sais pas à quoi ça me sert d'utiliser les maths. Alors qu'on a étudié tout ça à l'école. Donc, nous allons voir les applications des maths dans la vie quotidienne et surtout dans les sciences. Donc, on va prendre un exemple d'abord, on va aller sur la finance. Donc, dans la finance, les mathématiques sont partout. Par exemple, quand vous mettez votre argent à la banque, ce n'est pas de la magie si votre argent augmente. C'est le principe des intérêts. Et dans le marché financier, il y a surtout de la prédiction des prix, c'est-à-dire gestion des risques, trading algorithmique. Donc, tout ça repose sur des modèles mathématiques. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. On va prendre un exemple. Supposons que un père a décidé d'épargner 10 000 $ en 2026 pour son fils et pour ses études universitaires et pendant après 8 ans. Vous voyez, donc, le père a décidé d'épargner 10 000 $. Maintenant, il a le choix entre une banque A qui lui propose 3% d'intérêt par an, c'est-à-dire sur les 10 000 $, et une banque B qui lui propose 320 $ d'intérêt par an. Donc ça, c'est un problème que tout le monde peut rencontrer dans la vie. Pourquoi on peut rencontrer? Parce que si on veut épargner de l'argent, donc on veut des intérêts sur notre argent. Donc voilà un problème dans la vie. Vous avez un enfant, vous avez décidé d'épargner 10 000 $ pour votre enfant, pour qu'il puisse commencer ses études dans les 8 prochaines années. Maintenant, vous avez le choix entre deux banques. Une banque A qui vous propose 3% d'intérêt par an, une banque B qui vous propose 320 $ fixes par an. La question, entre ces deux banques, laquelle vous allez choisir? Donc, vous voyez, donc ça, c'est un problème dans la vie. Et ce problème se trouve dans la famille de problèmes de la finance.
Maintenant, pour résoudre ces problèmes, les gens qui ont étudié la finance, donc pour étudier ce problème, encore pour apporter une solution, je dois utiliser des outils. Eh bien, l'outil qu'on va utiliser ici, c'est très simple, c'est un outil qui se trouve dans les mathématiques. C'est quoi? C'est les suites. Pourquoi? Parce que le fait que la banque propose 3% d'intérêt par an, ça, c'est une suite géométrique. Une suite géométrique, le premier terme, c'est 10 000, et la raison, c'est 1 plus 3 sur 100. Et la deuxième banque qui vous propose 300 $ intérêt par an, puisque cet intérêt-là est fixe, donc on parle d'une suite arithmétique. De raison R est égale à 300. Et si vous calculez tous les termes de cette suite, donc la première suite, encore pour la première banque, en 2026, il va poser 10 000 $. En 2027, en appliquant la formule des suites arithmétiques géométriques, vous allez trouver 10 300 $. Et en 2034, je crois il y a une erreur ici, en 2034, vous allez trouver 12 667,70 $. Et avec la banque numéro 2, si on applique la formule des suites géométriques, encore une fois, il y a une erreur ici, c'est 2034 à la place de 2038, 2024, vous allez trouver 12 560 $ en 2034. Vous voyez, maintenant, c'est quoi la banque c'est quoi la meilleure option? Donc, la meilleure option, c'est la banque. C'est bien sûr la banque A. Vous voyez? C'est-à-dire, j'ai un problème qui se pose dans la vie. Pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un outil dans la boîte mathématique. OK? Maintenant, si on prend un deuxième exemple, par exemple, en météorologie. Si on prend un exemple météorologique. Par exemple, quand vous regardez la météo, vous voyez, il va pleuvoir, le temps sera ensoleillé, il fera chaud, il va neiger, etc. Mais derrière ça, ce sont des équations mathématiques extrêmement complexes qui ont été résolues. Parce que les scientifiques arrivent à modéliser le vent, la pression, l'humidité. Pour faire quoi? Pour prédire le futur. Donc, chaque fois que vous regardez la météo, vous regardez en réalité des milliers d'équations ou encore des calculs mathématiques effectués. Et parfois, ce n'est pas par des humains, par des ordinateurs. Parce que ces calculs sont très complexes et ça prend beaucoup de temps. Donc, on utilise la programmation. C'est-à-dire par exemple, pour prédire la météo, on a besoin de ces équations. Vous, sur votre téléphone, vous voyez, juste on va prédire la météo, demain, il va neiger, demain, il fera chaud. Mais derrière ces choses-là, il y a surtout la résolution de ces équations. Par exemple, l'équation du Navier-Stokes, qui est très connue, c'est l'équation qui modélise le mouvement de l'air. OK? Par exemple, l'équation de la chaleur, l'équation des gaz parfaits, etc. Donc, ce sont des choses que vous étudiez à l'université ou probablement à l'école classique ou encore partiellement, mais qu'on utilise dans la vie. Mais vous ne voyez pas ces choses. Mais les scientifiques ou encore les informaticiens ou les ingénieurs qui ont programmé votre téléphone pour que vous voyez la météo, ils utilisent ça beaucoup. Et ils savent que les maths sont indispensables pour faire ça. OK? Donc, si on prend, disons, un autre exemple, c'est en architecture. C'est-à-dire l'architecture, les architectes utilisent beaucoup les maths. OK? Par exemple, l'architecte, c'est un des domaines qui utilise beaucoup de maths. L'architecture, et les architectes utilisent les maths pour calculer la résistance des matériaux, pour équilibrer les forces, pour optimiser les forces, pour garantir la sécurité. Par exemple, quand vous voyez, par exemple, un building comme Burj Khalifa, c'est pas comme ça on le fait. OK? C'est avec beaucoup de calculs. OK? Et d'ailleurs, on peut même prendre un exemple. Et pour mesurer la hauteur du Burj Khalifa, on n'a pas besoin d'utiliser des choses qui sont extrêmement compliquées. Même avec le soleil, c'est-à-dire l'ombre qui fait Burj Khalifa, avec le soleil, on arrive à mesurer la hauteur. Avec quoi? Juste avec le théorème de Pascal. Non, c'est pas Pascal, c'est le théorème de Thalès ou encore le théorème de Pythagore. Vous voyez? Pour mesurer la hauteur du Burj Khalifa, il suffit d'utiliser un petit bâton et le soleil, c'est-à-dire le soleil va créer un ombre et ensuite on va utiliser les théorèmes de Thalès et les théorèmes de Pythagore. Ces choses, on les a faites à l'école.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, moi, j'ai jamais utilisé, je ne sais pas à quoi ça sert les théorèmes de Thalès, les théorèmes de Pythagore. Mais vous ne savez pas, mais les ingénieurs, ils savent. Ouais. Donc, si on prend un autre exemple, c'est en technologie. Donc, en technologie, de nos jours, il est impossible de séparer la technologie et les maths. Par exemple, votre téléphone est un concentré des mathématiques. On vient de le dire tout à l'heure. Okay? Par exemple, quand vous utilisez les GPS, donc, tout le monde utilise les GPS. Okay? Mais quand vous utilisez les GPS, c'est quoi le GPS? C'est surtout le calcul du chemin le plus court. Okay? C'est-à-dire, quelqu'un vous a envoyé un lien de localisation, vous voulez aller à cet endroit. Donc, vous allez cliquer sur Google Maps, par exemple. Donc, vous allez voir, lui, il va calculer beaucoup ou encore toutes les distances possibles. Après, il va vous suggérer le chemin le plus court. Okay? Et maintenant, avec la technologie, ça devient encore plus intéressant parce que maintenant, les GPS ou encore Google Maps va éviter de vous donner les chemins à sens unique. Vous voyez? Donc, ça va encore plus loin. Donc, on va vous donner des chemins qui sont directs, sans problème, etc. Parfois, on vous dit tout, surtout, il y a des postes de péage si vous suivez ce chemin-là. Donc, c'est pour vous dire à quel point la technologie avance beaucoup. Donc, quand vous utilisez Google Maps, il calcule des milliers de routes en quelques secondes. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est la géométrie. C'est avec la distance de Manhattan, la distance euclidienne que vous utilisez beaucoup à l'école, c'est les collégiens, les lycéens, et la distance euclidienne, etc., Manhattan, etc. OK? Je vais vous donner une autre chose, un autre exemple. Tout le monde utilise, surtout les gens qui ont, par exemple, un iPhone, c'est la reconnaissance faciale. Par exemple, quand vous utilisez votre téléphone ou encore votre visage pour déverrouiller votre téléphone, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Eh bien, derrière ça, ce sont les mathématiques. Parce que quand vous avez enregistré votre visage pour la première fois, que fait le téléphone? Il va prendre une photo ou encore une vidéo de vous, mais sachant qu'une vidéo, c'est plusieurs photos. OK? Donc, les gens qui font de l'imagerie, ils savent que une vidéo, c'est plusieurs photos. OK? C'est-à-dire, quand vous faites une vidéo, il y a plusieurs photos. C'est plusieurs photos qui donnent des vidéos. Donc, quand vous prenez une photo pour la première fois, qu'est-ce qu'il fait? Le téléphone va prendre cette photo, il va convertir ça en une matrice de données et il va conserver ça. Donc, la prochaine fois que vous voulez déverrouiller votre téléphone, il va prendre encore une fois une vidéo ou encore une photo. Il va convertir cette photo en une matrice de données et il va comparer cette matrice avec la matrice qui est stockée dans votre téléphone. Maintenant, si les matrices sont, par exemple, c'est la même chose, là, le téléphone va être déverrouillé. Donc, vous pouvez l'utiliser. Donc, si ce n'est pas la même, on va dire que c'est-à-dire ce n'est pas vous. Donc, en réalité, quand vous faites, par exemple, reconnaissance faciale, ce sont les mathématiques qui sont derrière ça. Et quels outils mathématiques qui utilisent? C'est surtout l'algèbre. Parce que dès que vous parlez des matrices, vous êtes dans la boîte à outils d'algèbre. OK? Et on va prendre un autre exemple. C'est en intelligence artificielle, une autre application des mathématiques. Et c'est surtout en intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, l'IA est partout. Mais ce que beaucoup ignorent, que l'IA, c'est une application des mathématiques. Les modèles d'intelligence artificielle de nos jours, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ils savent prédire, ils savent optimiser et ils savent approximer. Par exemple, les gens, quand ils posent une question à une intelligence artificielle comme ChatGPT, Gemini ou encore Claude, etc., quand ils posent une question, mais l'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle, on les appelle les LLM, ils vous répondent. Mais vous voyez, c'est comme de la magie. Mais en réalité, ce sont des mathématiques. C'est la probabilité, c'est la statistique. OK? Par exemple, je vais vous dire, quand vous donnez une voice note à ChatGPT, par exemple, ou encore vous lui donnez un document, ou encore vous lui donnez une image. Mais vous donnez une image à ChatGPT. La question, comment ChatGPT arrive à voir votre image?
comment il arrive à vous reproduire des autres images. Mais il n'a pas les yeux pour voir comme un être humain, ou encore, il n'a pas les sens biologiques pour voir. Il n'a pas les oreilles pour entendre, ou encore votre audio. Comment une intelligence artificielle arrive à écouter votre audio? Eh bien, c'est mathématique. Quand vous donnez une image à ChatGPT ou encore Gemini ou d'autres LLM, il faut que vous savez qu'il ne voit pas votre image. Donc, quand vous lui donnez une image, la première chose que cette intelligence artificielle va faire, c'est convertir cette image en une matrice de données. Par exemple, quand vous lui donnez une photo, il va oublier ça. C'est-à-dire, vous va oublier votre photo. Mais ce qu'il va se rappeler, c'est surtout la matrice des données. C'est-à-dire, là, quand vous donnez, par exemple, quand vous écrivez un texte à ChatGPT, il faut savoir que votre texte, il ne le voit pas comme vous avez étudié la langue française, anglaise, etc. Il va convertir ce texte en une matrice de données ou encore en des vecteurs. C'est-à-dire, pour lui, ce n'est pas un texte, mais c'est une matrice de données. Et sur cette matrice de données, il va calculer des probabilités pour vous répondre. C'est pour ça, sur votre téléphone, vous allez remarquer quelque chose. Quand vous écrivez sur votre téléphone, si vous écrivez « comment ça », on va vous suggérer d'autres mots qui viennent après. C'est-à-dire « comment ça va aujourd'hui », etc. Comment on arrive à faire ça? C'est la probabilité. C'est-à-dire, je vais vous recommander des mots en se basant sur les mots que vous avez écrits précédemment. C'est ça qu'on appelle la probabilité conditionnelle. OK? Donc, personne, c'est pour ça, vous pouvez regarder sur votre téléphone, vous pouvez même faire une expérience. Si vous écrivez comment ça va, on ne va jamais vous suggérer hier. Parce que personne ne va dire comment ça va hier. Vous voyez, parce que ça n'a pas de sens. C'est avec la probabilité. OK? Donc, il va prédire le mot suivant en se basant sur ce que vous avez commencé et ce que vous avez déjà écrit. Donc, en gros, quand vous utilisez une intelligence artificielle comme ChatGPT, etc., sachant que quand vous lui donnez une image, une audio, donc, la première chose encore que ces intelligences artificielles vont faire, c'est convertir votre image, votre audio, votre vidéo, votre texte en des matrices de données. Parce qu'ils, ou encore elles, n'ont pas les yeux pour voir votre image, mais ont la capacité de manipuler ces données. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Supposons que vous donnez des fruits à une intelligence artificielle. Par exemple, des pommes, des poires, des fraises, etc. Maintenant, vous lui demandez de regrouper ces fruits. C'est-à-dire, on va mettre les pommes avec les pommes, les poires avec les poires et les fraises avec les fraises. Maintenant, vous lui donnez ces fruits, mais lui, il n'a pas les yeux ou encore des sens biologiques comme un être humain. C'est-à-dire pour voir la pomme, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, et ces intelligences artificielles vont convertir cette image en une matrice de données. Elles vont appliquer des équations mathématiques qui vous voient ici. Et ça, c'est juste une méthode. On appelle cette méthode clustering en mathématiques. Donc, une méthode qui permet de regrouper les choses qui ont encore les mêmes caractéristiques. Ça s'appelle clustering en intelligence artificielle. Donc, impossible de faire un clustering sans ces équations mathématiques. Impossible. OK? Donc, on va utiliser des moyennes, des arguments, etc. Donc, des distances. Donc, tout ça, ce sont des choses que vous avez étudiées à l'école. Donc, maintenant, nous avons vu les applications des mathématiques dans la vie. C'est-à-dire quelques sciences. N'oublie pas, il y a beaucoup d'autres sciences qui utilisent les maths. Mais nous avons contenté de nous donner juste quelques sciences, ou encore quelques applications, par exemple, intelligence artificielle, technologie. Donc, tout le monde connaît ces domaines. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces domaines-là. Mais il y a d'autres domaines qui utilisent encore plus des mathématiques. Par exemple, les ingénieurs, et par exemple, et tout ce qui est, par exemple, et comptabilité, finance. Donc, on utilise tous des mathématiques. Maintenant, nous allons répondre à une question je crois, qui est une question qui est centrale pour la conférence. C'est quoi le X en mathématiques? Moi, j'ai choisi cette question parce que
j'ai souvent entendu des étudiants qui posent cette question. C'est quoi le X en mathématiques? Donc, le X, on a tiré le X et on a trouvé le X de les équations. Maintenant, c'est quoi le X? Mais n'oubliez pas que je vous ai dit que les maths, les maths, ce sont une boîte à outils. C'est-à-dire, on a plusieurs outils dans les maths. Et ces outils sont abstraits parce qu'on ne peut pas les voir. Mais pourquoi on les utilise? C'est pour modéliser les choses qui sont concrètes. Par exemple, nous avons pris l'exemple une pomme qui tombe. Donc, la pomme qui tombe est quelque chose qui est observable, c'est-à-dire concret, tout le monde le voit. Maintenant, pour modéliser, je vais utiliser les mathématiques. OK? C'est-à-dire tout ce qui sont, ou encore tous les termes qu'on va voir en mathématiques, c'est surtout des choses abstraites. Mais ces choses représentent des choses réelles. Par exemple, nous avons résolu un problème tout à l'heure, un problème d'autres finances. Un père qui va épargner de l'argent, etc. Donc ça, c'est un problème qui est observable, qui tout le monde, et par exemple, peut-être que vous avez déjà rencontré ce problème. Donc voilà, donc on veut apporter des solutions. Maintenant, question, c'est quoi le X en mathématiques? Donc le X en mathématiques, c'est un inconnu. En mathématiques, ou encore dans la vie, pour aller plus loin, tout ce qu'on ne connaît pas, on va considérer comme un inconnu. C'est-à-dire en mathématiques, un X, c'est un inconnu. C'est quelque chose que je ne connais pas. Mais ce quelque chose que je ne connais pas, ou encore que je ne connais pas encore, représente quelque chose de réel. Par exemple, tout à l'heure, quand la question à quelle heure le train arrive, sachant que le train déplace à 8h52, à quelle heure le train arrivera. Donc, qu'est-ce que je ne connais pas là? Je ne connais pas l'heure à laquelle le train arrive. Donc, c'est quoi ça? Donc, ça, c'est un X pour moi. C'est-à-dire, ça s'appelle un inconnu. C'est-à-dire, il faut que je trouve cet inconnu-là. OK? Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple avec des inconnus. Si on voit cette image, la question c'est how tall is the cat? C'est-à-dire, c'est quoi la hauteur de ce chat? OK? Encore, c'est quoi la hauteur du chat? Donc, puisque je ne connais pas la hauteur du chat, donc c'est un inconnu pour moi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter cette hauteur-là que je ne connais pas avec un X. Ça, je ne connais pas. Maintenant, voilà un problème qui se pose dans la vie. C'est-à-dire, voilà un problème que je vois. Ici, on me dit, c'est quoi la hauteur de ce chat? Maintenant, comment je vais trouver la hauteur de ce chat? Par exemple, vous qui êtes de préférence en direct, vous pouvez commencer à réfléchir comment je peux comment je vais obtenir la hauteur de ce chat. OK? Par exemple, les gens qui vont voir cette conférence après, ils vont dire, par exemple, c'est quoi la hauteur de ce chat? OK? Je vais faire une petite pause sur la vidéo. Je vais essayer de réfléchir sans les mathématiques. Est-ce que je peux trouver la hauteur de ce chat ici? Et certains vont trouver le résultat par hasard, d'autres vont trouver en utilisant beaucoup de logique, raisonnement, etc. Mais d'autres ne vont jamais trouver cette réponse. Mais pour trouver la réponse, elle est simple. On va utiliser des outils mathématiques. Parce que c'est ça les maths nous servent à faire. Okay? Ça nous sert à résoudre des problèmes, okay? À les modéliser. Ici, maintenant, pour modéliser ça, qu'est-ce que je vais faire? D'ailleurs, je vais essayer de voir quels sont mes inconnus. Il y a deux choses dans cette image que je ne connais pas. D'abord, la hauteur du chat et ensuite la hauteur du bâtonnet. OK? Donc, ce sont les deux inconnus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire soit X, la hauteur du chat, parce que je ne le connais pas. Et soit Y, la hauteur du bâtonnet. OK? Parce que c'est la deuxième chose que je ne connais pas. OK? Maintenant, à gauche de l'image, qu'est-ce que je remarque? Je remarque quand je prends la hauteur du chat plus 200 cm, ça me donne la hauteur du bâtonnet. Comme la hauteur du chat, c'est X, et la hauteur du bâtonnet, c'est Y, donc je vais poser une équation. X plus 200 est égal à Y. À droite de l'image, je remarque quand je prends la hauteur du chat plus la hauteur du bâtonnet, ça me donne 300 cm. Donc, X plus Y, ça fait 300 cm.
Donc, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est un problème que je trouve. J'arrive à modéliser ce problème. Maintenant, il faut résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème, je vais prendre ma boîte à outils, je vais chercher quels sont les outils qui me permettent de résoudre ce problème. Et puisque je vois, j'ai un système d'équations, je vais rentrer dans la boîte d'algèbre et je vais choisir l'outil système d'équations. Et ça, c'est un système d'équations à deux inconnues. Si on résout ce système avec des méthodes de grammaire, addition, etc., on va trouver x est égal à 50 cm et y est égal à 250 cm. Donc, grâce aux outils mathématiques, j'arrive à trouver la valeur de x et la valeur de y. Donc, la hauteur du chat, c'est 50 cm et la hauteur du bâtonnet, c'est 250 cm. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est les maths sont abstraites. C'est sûr. Pourquoi c'est abstrait? C'est parce que j'utilise des symboles pour modéliser ou encore pour représenter des choses qui sont concrètes. OK? Donc, pour conclure cette conférence, les mathématiques ne sont pas seulement une matière scolaire, mais un outil. Et un outil pour comprendre le monde, pour prendre de meilleures décisions, pour construire des technologies. J'avoue que les maths sont parfois très difficiles car elles demandent de la logique, du raisonnement, de la rigueur, etc. Et je recommande toujours aux professeurs, et par exemple, moi, je vous parle en tant que doctorant qui a fait un parcours en mathématiques avec une spécialité de statistique qui est une application directe des mathématiques et en intelligence artificielle et data science qui utilise beaucoup de mathématiques. Moi, je recommande aux professeurs, quand vous faites un cours de maths, il faut expliquer aux élèves, aux étudiants, à quoi ça sert ou encore d'utiliser telle chose. Il ne faut pas dire, on va résoudre cette équation. Au moins, il faut dire, dans la vie, voilà où je peux trouver cette équation. Dans tel domaine, voilà où je peux appliquer telle équation, etc. Parce que les choses qui sont abstraites, c'est difficile pour l'esprit de comprendre. Par exemple, quand une pomme tombe, même tout le monde, que vous soyez analphabète ou quelqu'un qui est un ingénieur, n'importe quel, tout le monde voit que la pomme tombe. Mais le problème, à quelle vitesse la pomme tombe, ou encore quelle est la distance qu'elle a parcourue, donc il faut faire des calculs. OK? Donc, par exemple, moi, si vous me dites, Donaldson, pourquoi moins 6 plus 2 est égal à moins 4, je saurais vous dire la réponse. Si vous me dites pourquoi 7 fois 0 est égal à 0, je vous dirai la réponse. Si vous me dites pourquoi la racine carrée de moins 25 n'existe pas, je vous dis. Parce que à chaque fois que j'apprends une chose en mathématiques, je fais des recherches pour savoir à quoi ça sert. Parce que oui, la racine carrée de moins 25 est quelque chose qui est abstrait. Mais je ne vais pas apprendre pour apprendre, mais je vais apprendre pour comprendre et pour appliquer dans la vie. C'est-à-dire, je sais pourquoi c'est moins 25, pourquoi la racine carrée de moins 25 n'existe pas, pourquoi on utilise le cosinus, pourquoi on fait toutes ces choses. OK? Maintenant, il y a une question qui est très importante avant de conclure et la conférence, c'est est-ce que quelqu'un qui n'est pas bon en maths n'est pas intelligent? Et voilà, ça c'est une très belle question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas bon en maths n'est pas intelligent? Et la réponse est absolument non. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas bon en maths, ce n'est pas forcément qu'il n'est pas intelligent. OK? Parce que les maths, c'est une forme d'intelligence parmi plusieurs intelligences. Donc, c'est pour vous dire comment les maths sont très importantes. C'est parce que les maths elles-mêmes sont une forme d'intelligence. Okay? Je vous propose de lire un livre sur la théorie d'intelligence multiple qui est écrit par le psychologue Howard Gardner. Dans cet ouvrage, l'auteur présente sept types d'intelligence auxquels s'ajoutent deux autres types qui donnent aujourd'hui 9 types d'intelligence. Donc, selon ces psychologues, de nos jours, il existe 9 types, encore 9 formes d'intelligence. C'est-à-dire, quand vous êtes
quand vous dites que quelqu'un est intelligent, ce n'est pas forcément seulement en maths. OK? Mais première forme d'intelligence, d'après ces psychologues, c'est l'intelligence logico-mathématique. Vous voyez, les maths, c'est comme une forme d'intelligence. C'est-à-dire, être bon en maths veut dire que vous êtes déjà intelligent. Parce que c'est une forme d'intelligence parmi les 9. Par exemple, l'intelligence logico-mathématique, ce sont les gens qui sont capables d'utiliser les mathématiques pour résoudre des problèmes. Ces gens possèdent de la logique, du raisonnement, de la rigueur. Quand ils ont un problème, donc ils savent comment utiliser les mathématiques pour résoudre des problèmes. Mais il y a une autre forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence linguistique. Donc ça, c'est pour résumer l'ouvrage de l'auteur. L'intelligence linguistique, c'est-à-dire les gens qui sont bons en langue. Quand je dis en langue, c'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, il n'est pas bon en maths. Il peut avoir 0/20 en maths, 1/20 en maths, mais il parle anglais très bien. Il parle français très bien. Il peut apprendre à parler chinois facilement. Alors que vous qui êtes un mathématicien, vous n'arrivez même pas à parler anglais et français très bien. Mais lui, il arrive à parler plusieurs langues. C'est-à-dire le fait, ou encore avoir l'aptitude pour langue, par exemple, ça c'est une forme d'intelligence d'après les psychologues. Il y a l'intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire tout ce qui sont, par exemple les maths, etc. Linguistique, il y a l'intelligence musicale, c'est-à-dire des gens qui sont bons en musique, d'ailleurs les chanteurs, etc. C'est-à-dire, il arrive, ils ont de très belles voix, etc. Mais vous voyez, c'est une forme d'intelligence. Par exemple, il y a l'intelligence interpersonnelle, des gens qui ont la capacité de résoudre des problèmes, de mettre en relation les gens. Il y a l'intelligence existentielle, etc. Donc, je vous encourage à parcourir encore, à lire ce livre sur l'intelligence multiple. Vous allez voir, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas, par exemple, bon en mathématiques que vous n'êtes pas intelligent. Attention. Mais quand vous êtes bon en mathématiques, vous allez pouvoir exercer beaucoup plus de métiers. Par exemple, si vous n'êtes pas bon en mathématiques, oubliez la technologie. Si vous n'êtes pas bon en mathématiques, oubliez votre rêve de devenir, par exemple, quelqu'un qui a fait aéronautique. Parce que vous ne pouvez pas faire ces choses sans les mathématiques. Quand vous voulez être un bon physicien, si vous n'êtes pas bon en mathématiques, oubliez la physique. Parce que tous ces métiers, ou encore tous ces domaines, se demandent l'intelligence logico-mathématique. Okay? Maintenant, si vous êtes capable de parler beaucoup de langues, c'est-à-dire linguiste, c'est-à-dire vous avez l'intelligence linguistique, donc pas de problème. OK? Parce que c'est vrai que les maths, ça applique dans beaucoup de sciences, mais pas toutes les sciences. Il y a certaines choses, par exemple, les juristes utilisent moins de maths. OK? Mais les économistes, vous voulez être un économiste ou encore faire de la finance, si vous n'avez pas de bon bagage en mathématiques, il faut oublier. Donc, en gros, même si vous n'êtes pas bon en mathématiques, ça ne veut pas dire que et vous n'êtes pas intelligent. Parce qu'il existe 9 formes d'intelligence d'après ces psychologues. Donc, peut-être que vous n'êtes pas bon en mathématiques, vous ne pourrez pas exercer des métiers liés aux mathématiques, comme la finance, l'économie, la comptabilité, l'ingénieur, l'intelligence artificielle, tout ça. Mais vous avez d'autres intelligences, comme intelligence linguistique, musicale, interpersonnelle, que vous pourrez exercer d'autres domaines. Donc, quelqu'un peut être très faible en maths, mais excellent en communication, en art, en sport, en leadership, etc. Donc, bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à la Fondation et merci de votre écoute. J'espère que cette conférence a été bien enregistrée et elle sera largement diffusée pour que les gens puissent comprendre que les maths, ce n'est pas que abstrait, mais c'est une représentation de la vie réelle. Donc, si vous n'êtes pas bon en maths, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, mais si vous n'êtes pas en maths, si vous n'êtes pas bon en maths, vous allez dépendre des autres personnes. C'est bien que vous soyez un footballeur, c'est-à-dire vous avez, par exemple, une autre intelligence, par exemple, dans le sport, mais vous aurez besoin des gens qui vous gèrent la finance.
OK? Par exemple, il y a certains joueurs, ils peuvent gérer leurs finances. Parce qu'en plus d'être bons en sport, ils sont bons en maths, c'est-à-dire ils sont bons en finance, ils peuvent jouer ça. Mais il y a d'autres joueurs, même s'ils sont bons en sport, mais ils ne sont pas bons en communication. C'est-à-dire quand ils veulent prendre la parole en public, c'est une catastrophe. C'est-à-dire quand ils veulent gérer leurs finances, c'est un problème. Donc, quand vous êtes bon en maths, ça rapporte beaucoup d'avantages. Mais si vous n'êtes pas bon en maths, bien que vous allez dépendre d'autres personnes qui ont étudié des choses liées aux maths, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Merci à la Fondation et merci de m'avoir donné la parole. Dr. Watson, nous pouvons maintenant passer à la partie des questions-réponses. Je pense que nous avons déjà une question ici qui dit quels sont les métiers actuels où les mathématiques jouent un rôle essentiel? Voilà, très belle question. Et quels sont les métiers actuels où les mathématiques sont importantes? Donc, il y a beaucoup de métiers, OK? Mais on va essayer de les regrouper. D'abord, la finance. Impossible de faire la finance sans les mathématiques. Ça, c'est clair. Au moins, vous allez utiliser les outils dans la boîte d'algèbre. Ça, c'est clair. Après, l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas faire l'IA sans les mathématiques. D'ailleurs, d'après moi, et humblement, l'intelligence artificielle, c'est la plus grande application des mathématiques de toutes les, et encore, de ces décennies. OK? Par exemple, derrière l'intelligence artificielle, il n'y a que des mathématiques. Même si la chose que l'intelligence artificielle utilise se base sur la physique ou la médecine, mais pour que la machine puisse comprendre encore ces choses, il faut utiliser les mathématiques. Et des théorèmes qui sont extrêmement complexes que moi, en tant que statisticien, je n'arrive pas à comprendre, mais les gens qui ont fait des maths pures arrivent à comprendre. Donc, si vous n'êtes pas un bon en mathématiques, vous ne pouvez pas faire la finance, l'intelligence artificielle, les métiers d'ingénieur, de la recherche. Donc, on ne peut pas faire les mathématiques. On ne peut pas faire ces métiers sans les mathématiques. D'ailleurs, pour anecdote, j'ai plusieurs amis. Par exemple, j'avais un ami, un colocataire. Son rêve était de devenir, comment on appelle ça, astronaute. Mais il y a un problème. Il n'est pas bon en maths. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas bon en maths, vous ne pouvez pas faire par exemple, les matières, par exemple, comme la physique, d'autres matières qui sont pour que quelqu'un devienne astronaute. C'est-à-dire, sans les maths, de nos jours, vous ne pouvez pas faire de la finance, l'intelligence artificielle. Il y a les métiers d'ingénieur et les métiers d'architecte. Il y a d'autres métiers que vous pouvez faire. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à la question. Beaucoup. Nous avons une deuxième question de Sheima qui dit les mathématiques peuvent-elles aider à résoudre des problèmes mondiaux comme le changement climatique ou les crises sanitaires? Voilà, belle question. Les mathématiques. Et d'ailleurs, bon, je vais vous dire une chose. Quand les scientifiques vous disent qu'il y a des problèmes, par exemple, climat, c'est-à-dire climatique. Mais comment il arrive à prédire qu'il y aura des problèmes climatiques? C'est avec les maths. C'est-à-dire, on va modéliser ces choses. Donc, tout comme on va prévoir la météorologie, c'est-à-dire la météo, c'est comme ça aussi on va prévoir, c'est-à-dire le climat, pour voir dans 10 ans, il y a un problème, dans 20 ans, il y a un problème, etc. Par exemple, prévoir les choses, c'est pas facile. OK? Par exemple, quand on vous dit il va avoir de la sécheresse dans 10 ans dans un pays. Mais comment on arrive à voir qu'il y aura de la sécheresse? OK? C'est parce qu'on va modéliser. Parfois, on va dire, quand il pleut, on vous dit, et aujourd'hui,
et ça nous a apporté, il y a 50 millions de gallons d'eau, etc., grâce à la pluie et aujourd'hui, etc. Donc, ça, comment on arrive à faire ça? C'est avec la modélisation. Parfois, ce n'est pas avec les maths directement. C'est-à-dire, pour ne pas dire les mathématiques, c'est toutes les autres sciences. Non, non. Mais ces sciences utilisent les maths pour arriver à donner des réponses et à leurs questions. OK? C'est-à-dire, quand on va prévoir le climat, encore des problèmes mondiaux comme ça, donc c'est surtout avec les maths, on va faire des prédictions, des calculs. Ou bien on va utiliser les outils des maths. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a une maladie, par exemple, quand il y avait le coronavirus en 2019, donc qu'est-ce que vous allez voir? Il y a les médecins qui vont faire des recherches pour tenter de trouver une solution à la maladie. Mais il y a surtout, c'est ça qu'on appelle des statisticiens qui travaillent avec les médecins aussi. Okay? Par exemple, quand une entreprise fabrique un vaccin, on ne va pas publier le vaccin comme ça, parce que ça peut tuer des gens. Donc, qu'est-ce que les statisticiens vont faire? Ils vont prendre un échantillon, soit ce sont des personnes volontaires, ou encore des personnes qui sont déjà affectées ou encore infectées par la maladie. C'est ça qu'on appelle un échantillon. On va faire des études statistiques pour savoir avec quelle probabilité que ce médicament peut être efficace pour résoudre le problème dans la vie, le problème de cette maladie. Par exemple, on peut voir que le médicament va fonctionner à 85%. Donc, il y a une erreur de 15%. Donc, on ne va jamais publier ce médicament. Parce que sur 100 personnes, on prévoit, grâce à la statistique, ou encore grâce sur l'échantillon, les gens qui ont fait l'échantillonnage, qui ont fait les estimations statistiques, ils comprendront très bien ça. Donc, on arrive à prévoir à 85% ce médicament va fonctionner. Donc, tout ça, c'est les maths. Donc, pour répondre à votre question, oui. Et d'ailleurs, c'est ce que font les scientifiques d'abord. Quand ils ont un problème, ils vont modéliser ça mathématiquement. Ça, c'est clair. Ils vont modéliser ça grâce à symboles, grâce à des équations mathématiques, et après, ils vont résoudre. OK? Il y a beaucoup de laboratoires, des chercheurs qui sont en train de travailler surtout sur le climat. OK? Donc, j'espère que j'ai pu répondre quand même à votre question. Allô? Une dernière question qui dit, avec l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, le rôle des mathématiques va-t-il devenir encore plus important dans le futur? Pardon? Avec l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, le rôle des mathématiques va-t-il devenir encore plus important dans le futur? Voilà, c'est une très bonne question, encore une fois. Vous voyez, maintenant, les gens ont peur d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'ils disent, l'IA va me remplacer. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, aujourd'hui, il y a certains métiers qui sont disparus. Grâce à quoi? Bon, on ne va pas dire grâce, parce que c'est pas, d'après les économistes, ce n'est pas une bonne chose. On va dire, ces métiers sont disparus à cause de l'intelligence artificielle. Par exemple, vous voyez, avant, il y a des personnes qui lisent. Quand vous écrivez un livre, cette personne, il va lire votre livre pour apporter des corrections pour vous aider. Aujourd'hui, personne ne va faire ça. Donc, il va donner son livre à une intelligence artificielle pour corriger des erreurs. OK? Avant, il y a d'autres métiers. Par exemple, même les juristes sont menacés. Par exemple, il y a certains pays qui sont en train de développer des intelligences artificielles pour assister les jurys. OK? Par exemple, dans les entreprises, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Maintenant, selon moi, le seul métier qui ne sera pas remplacé par les mathématiques et par l'intelligence artificielle dans les prochaines 50 ans, c'est plutôt, ou encore probablement, les mathématiques. Pourquoi? Parce que l'IA dépend des mathématiques. On ne peut pas fabriquer une intelligence artificielle sans les mathématiques. Impossible. Sinon, l'IA ne pourra même pas voir
une image. Parce que pour qu'elle puisse voir une image, il faut utiliser l'intelligence, il faut utiliser les mathématiques. Vous voyez? C'est-à-dire, l'IA dépend des mathématiques et non l'inverse. Maintenant, vous voyez, l'IA est en train de remplacer les autres métiers. OK? Mais jusqu'à présent, l'IA n'arrive pas à remplacer les mathématiques. Parce que les mathématiques vont rester indispensables pour l'intelligence artificielle, ou encore pour faire avancer l'intelligence artificielle. Je dois vous dire, il y a certains théorèmes mathématiques, il y a certaines équations mathématiques. Si on arrive à les résoudre aujourd'hui, l'IA que vous utilisez maintenant, vous allez voir, ce n'est rien par rapport à d'autres IA qui vont être développés. OK? Parce que ces équations, ce sont des problèmes mondiaux qui ne sont jamais résolus. Et puisqu'ils ne sont pas encore résolus, ils ne sont pas encore applicables en intelligence artificielle. OK? Il y a des pays qui sont en train de mettre une sorte de règles, des règles pour que l'IA ne remplace pas totalement. D'ailleurs, la Chine récemment a voté une loi pour empêcher et les entreprises remplacent les humains par les robots. Mais on ne peut pas arrêter la technologie. C'est nous qui devons nous adapter à la technologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis à tout le monde, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Pas pour utiliser pour être indépendant d'elle, mais utiliser pour avancer. Parce que quand vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Et imagine quelqu'un qui est bon en maths, en finance, et il a une intelligence artificielle qui l'accompagne. Ah oui, c'est très bien, très productif. OK? Donc, pour répondre à votre question, les maths seront indispensables pour l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle est une application des mathématiques. D'ailleurs, avant, les modèles d'IA qui étaient, par exemple, sortis en 2022, quand vous posez une question à ChatGPT en 2022, sur une équation qui est très simple, elle fait beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que les maths donnent des réponses exactes. OK? Mais l'IA, c'est quelque chose de probabiliste. C'est-à-dire, quand l'IA vous répond, c'est pas quelque chose, ça dépend des données auxquelles cette IA a été entraînée. OK? C'est-à-dire, c'est avec la probabilité. C'est le même exemple que je viens de vous donner tout à l'heure. Quand vous écrivez un texte, on va vous faire des suggestions. OK? On va vous faire des suggestions, etc. Donc, pour finir, les maths sont indispensables pour l'intelligence artificielle. Et s'il y a un métier qui ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle, sera les mathématiques. OK? Moi, la différence qu'il existe entre quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle et quelqu'un qui n'utilise pas, c'est surtout les bagages mathématiques. Il y a des gens qui disent, moi, je suis un expert en finance, etc. Pourquoi il est expert en finance? C'est parce que quand vous lui donnez un problème, il va donner ce problème-là à l'intelligence artificielle. Maintenant, quand l'IA fait une erreur, est-ce qu'il pourra avoir assez d'expertise pour comprendre d'où vient l'erreur? Non. Mais quelqu'un qui a utilisé de la finance, avec beaucoup de bagages mathématiques, quand il demande une question à l'IA, si l'IA fait une erreur, il va voir l'erreur très clairement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément pour votre présentation. Je remercie également les participants pour leurs questions et j'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter encore une fois lors d'un prochain talk. D'accord. Merci encore une fois, Dr. Wilson, et à bientôt. Merci beaucoup, madame. C'était un plaisir et on se dit à une prochaine fois. Le plaisir est partagé. Au revoir. Au revoir.